Avant la découverte de l'Amérique, les trois parties du monde connues étaient le plus souvent représentées par les rois mages. Melchior symbolisait en général l'Europe, Balthazar l'Afrique et Gaspard l'Asie. Les fils de Noé, qui auraient selon l'Ancien Testament reçu chacun une partie du monde, pouvaient également remplir ce rôle. Sem pour l'Asie, Cham pour l'Afrique, Japheth pour l'Europe. Avec la découverte de l'Amérique en 1492, ces représentations sont périmées. Il est urgent de dénicher un quatuor et non plus un trio. Il existait bien quelques représentations antiques de l'Afrique et plus rarement de l'Asie et de l'Europe, mais pour l'Amérique, il faut créer une iconographie de toutes pièces. Le quatuor allégorique des parties du monde va s'épanouir d'abord dans les atlas et dans les parades royales. En effet, à la Renaissance, les entrées des rois dans les grandes villes étaient saluées par des défilés et des tableaux vivants. Des acteurs costumés en allégorie paradaient dans des chariots en chantant les louanges du souverain. Les allégories des vertus et des continents étaient particulièrement prisées puisqu'elles permettaient de transmettre des messages politiques. Ainsi, en 1549, à Anvers, 3 acteurs costumés en Asie, Afrique et Europe s'agenouillèrent devant le prince Philippe, héritier du trône d'Espagne. La ville d'Anvers reconnaissait par ce biais la domination du prince sur le monde. Cette filiation avec les parades se retrouve d'ailleurs dans certaines allégories où l'on voit l'allégorie conduisant un char. À la suite de la découverte de l'Amérique, les récits de voyage, les atlas et les albums se multiplient. Ces documents, comme les cartes géographiques, sont illustrés par des allégories des 4 continents. En 1570, le géographe anversois Abraham Ortelius fait imprimer le premier atlas moderne, le théâtre de l'univers, qui connaît un immense succès. Sur le frontispice, on aperçoit 4 femmes qui symbolisent les 4 parties du monde. Les allégories des continents se diffuseront par le vecteur de la gravure avant d'être fixées dans l'iconologie. Notez que c'est Ripa qui popularisera l'allégorie féminine associée à un animal autochtone et à des objets locaux. L'Asie est ainsi appelée d'une fille de Téthys et de l'océan. Elle est vêtue d'une riche robe semée de pierreries et de perles, qui est le vrai symbole de l'abondance et de la fertilité de ce pays-là, dont les peuples vont superbement vêtus. En de rares occasions, un homme peut prêter ses traits à l'Asie. Ses attributs restent cependant les mêmes. On la couronne d'une guirlande de fleurs et de fruits, pour figurer par là que son air n'est pas moins bénin que bien tempéré. La guirlande n'a pas toujours été retenue. Les artistes ont préféré lui substituer un turban ou une coiffe orientale, qui font plus exotique et qui permettent de différencier l'Asie d'autres allégories comme le printemps. Elle tient de la main droite des rameaux de divers aromates, parce que l'Asie en produit en si grande quantité qu'elle en fournit le reste du monde. En la gauche, elle porte un encensoir d'où s'exhalent des parfums extrêmement agréables. Remarquez que cet accessoire apparaît souvent dans les mains du roi mage qui provient d'Asie et apporte de l'encens au Christ. Il y a un lien certain. Cet encensoir peut au choix être suspendu au bout d'une chaîne, porté dans la main, ou posé sur une surface.
Quant au chameau qui est mis au pied de cette figure, ce n'est pas sans une grande raison, d'autant qu'il est celui de tous les animaux, dont ceux de ce pays-là se servent le plus communément. Effectivement, dès l'Antiquité, le chameau se retrouve sur des monnaies du Proche-Orient comme celle-ci provenant de Judée. Parfois, l'éléphant ravit la palme au chameau. Cela entraîne une confusion avec l'allégorie de l'Afrique, dont c'est l'animal fétiche selon Ripa. Les artistes ne se sont pas uniquement cantonnés aux symboles de l'iconologie. On retrouve parfois d'autres attributs, souvent proche-orientaux. Un cimeterre, le croissant de l'islam, un singe, un perroquet, etc. À partir du XVIIe siècle, l'intérêt pour l'Extrême-Orient et l'Inde grandit. De nouveaux symboles apparaissent. Ici une statuette hindoue, là un magot chinois et des idéogrammes, ici ce qui ressemble à un moine bouddhiste. L'Europe est ainsi nommée à cause de la fille d'Agénor, roi des Phéniciens, qui fut enlevée par Jupiter et menée en l'île de Crète. L'Europe mythologique a parfois été utilisée pour symboliser le continent européen. À partir du XVIe siècle, cependant, elle est détrônée par une Europe allégorique plus chaste et majestueuse. Un sorte de mélange entre la Vierge Marie et Minerve. L'Europe mythologique ne disparaît pas pour autant, et les deux représentations du continent européen vont cohabiter tant bien que mal. Ici, l'Europe mythologique côtoie une Asie qui, elle, répond au canon de Ripa. La couronne qu'elle porte fait voir que l'Europe a toujours eu le principal avantage sur les autres parties de l'univers, dont elle a triomphé comme reine. Dans certaines représentations, l'Europe surplombe et domine les trois autres continents. Elle porte tous les insignes du pouvoir, la couronne, le sceptre, l'orbe, comme si elle dirigeait les autres continents. Il ne faut pas oublier que ce sont des Européens qui ont conçu ces images. Dans cette carte anthropomorphique qui épouse la forme de l'Europe, le continent apparaît sous la forme d'une reine portant couronne, sceptre et orbe surmonté d'une croix. On la peint assise entre deux cornes d'abondance pleines de toutes sortes de fruits, parce qu'il n'est point de climat dans le monde qui soit plus fécond et plus fertile que celui-ci. On retrouve assez régulièrement les cornes d'abondance, mais également la vigne, l'Europe étant très fière de sa production vinicole. La vigne est également un symbole du sang du Christ, ce qui est particulièrement adapté pour l'Europe chrétienne. On lui fait tenir un temple de la main droite pour signifier que son étendue est cultivée de la vraie et parfaite religion. Le temple est parfois accompagné d'éléments en rapport avec la religion chrétienne, comme la tiare pontificale, la clé de Saint-Pierre ou la croix. Le sceptre qu'elle porte est le symbole de la puissance. Par le cheval et les armes qui se voient alentour d'elle, il est dénoté qu'elle a toujours emporté le prix en matière de nobles connaissances et des exercices de guerre. Comme par les livres et autres choses semblables, on peut juger de l'excellence des esprits tant grecs que latins qu'elle a produits en toutes sortes de disciplines. À quoi sont joints encore à côté des diadèmes, des couronnes, des myrtes, des livres, des globes, des compas, des règles, des pinceaux et des instruments de musique. À la lecture de Ripa, on constate que contrairement aux autres allégories, l'Europe est accompagnée d'un fatras d'attributs. Parfois, l'ours que l'on retrouve couramment sur les armoiries européennes ou le taureau de l'Europe mythologique sont associés au cheval. Ripa insiste particulièrement sur le côté belliqueux et conquérant, on dirait aujourd'hui impérialiste, de l'Europe. Dans cette représentation, l'Europe rappelle la déesse Minerve. Elle est casquée et vêtue comme un soldat romain. Sous elle s'amassent pêle-mêle une arquebuse, une épée, un bouclier et même un canon. Elle brandit un sceptre impérialiste et de l'autre main tient la vigne. Le cheval vient parachever le décor. Certaines représentations insistent davantage sur le côté culturel de l'Europe. Ici, un instrument astronomique et un livre. Ici, une palette de peinture et un instrument de musique. Dans cette représentation, l'artiste exprime clairement la suprématie de l'Europe dans tous les domaines. Rien ne manque. Les arts, littérature, musique, sculpture, dessin, l'art de la guerre, l'astronomie, les jeux, la gastronomie. Et surtout, le spirituel, avec la tiare pontificale, le chapeau de cardinal, le calice avec l'hostie et le crucifix. Aujourd'hui, l'allégorie de l'Europe telle que la concevait Ripa est inacceptable pour les autres continents. Elle est bien trop imprégnée de religion chrétienne, trop impérialiste et trop guerrière. Ainsi, l'Union européenne a préféré faire figurer l'Europe mythologique plutôt que l'allégorie de Ripa sur ses billets de banque. Munissez-vous d'un billet de 5, 10, 20 ou 50 euros. À droite, vous apercevrez le visage de l'Europe mythologique inspiré de ce vase antique. Maintenant, brandissez le billet face au soleil et regardez à travers. Le visage d'Europe apparaît en filigrane. Wow.